Mesdames, Messieurs, chers amis, si nous sommes ici à Marseille aujourd'hui rassemblés, c'est que nous partageons une triple conviction. La conviction d'abord d'un naufrage, celui dans lequel s'abîme depuis plus de 30 ans déjà notre système scolaire et universitaire. La conviction ensuite de ce qu'un sursaut est possible, sursaut qui préludera ce relèvement du système que nous appelons tous de nos vœux. La conviction enfin et surtout, de ce que ce sursaut sera politique ou ne sera pas, et qu'il le sera car il deviendra possible à la faveur de notre arrivée aux responsabilités, tous unis derrière Marine Le Pen. Cette triple conviction est celle-là même qui, depuis l'origine, nourrit notre engagement, oriente l'ensemble de nos actions et nous donne cette force de conviction nous permettant de persuader et de rassembler très au-delà de notre famille politique. Cette triple conviction, d'abord, détermine la spécificité de notre organisation. Association professionnelle regroupant les professionnels de l'enseignement, de la recherche, de l'éducation et de la formation. Association professionnelle dont nous n'avons pour autant rien à voir avec un syndicat et n'avons aucune vocation à en devenir un. Nous sommes au contraire affiliés à un mouvement politique, le Rassemblement Bleu Marine, et notre engagement intrinsèquement politique est de facto complètement assumé. Cela, la nature et la forme de notre engagement se trouve justifié et plus encore est rendu nécessaire par les constats sans appel que nous ne pouvons que dresser, et cela en toute lucidité. L'école va mal et l'université ne se porte pas mieux. À la sortie du primaire, par exemple, les fondamentaux, lire, écrire, compter, ne sont possédés et maîtrisés que par une part minime des enfants. Et ces lacunes se répercutent bien sûr tout au long de la poursuite d'études, au cours de laquelle s'ajoutent bien d'autres dysfonctionnements encore. Ainsi, le taux d'échec en première année d'université dépasse-t-il les 50%. Et ces échecs frappent surtout les enfants et les jeunes issus de milieux sociaux défavorisés. Car à mesure qu'on a, sous le prétexte d'une démocratisation comprise à contresens, revu à la baisse le niveau d'exigence et les contenus enseignés, on a privé ceux des enfants et des jeunes qui avaient pourtant tout à attendre de l'école de la possibilité de s'élever socialement grâce à elle. De ce fait, l'école est devenue de plus en plus inégalitaire. Dans le même temps, l'autorité des maîtres a été battue en brèche, de même que les règles pourtant nécessaires à toute vie en communauté. Ainsi, l'école s'est-elle progressivement convertie à la culture de l'excuse systématique et le laxisme qui est devenu la norme. Si bien qu'aujourd'hui, la violence sociale, loin de s'arrêter à l'entrée des établissements scolaires, y compromet au contraire la sérénité pourtant nécessaire à l'étude. Le collectif Racine, le rassemblement des enseignants patriotes, a la conscience claire de l'ensemble de ces dysfonctionnements. Il les analyse dans le détail et exhaustivement de la maternelle à l'université. Et il en désigne sans complaisance aucune les responsables. Nous le savons en effet que trop bien à qui imputer le naufrage de notre système d'enseignement. Nous savons à qui revient la responsabilité de cet effondrement ayant conduit l'école comme l'université à ne plus remplir leurs missions essentielles. Nous dénonçons et accusons les politiques menées depuis plus de 30 ans déjà par les gouvernements de gauche comme de droite, mais tout aussi bien les complicités syndicales dont elles ont bénéficié. Nous savons tout particulièrement que bien des ministres ont accepté le principe d'une cogestion du ministère avec les syndicats s'y sont délibérément inféodés. Au point, par exemple, même si l'histoire est ancienne, que Monique Duhaya, secrétaire générale du SNES, le syndicat national de l'enseignement scolaire, le principal syndicat dans l'enseignement secondaire, pouvait autrefois se vanter d'avoir co-rédigé au mot près, disait-elle, la funeste loi Jospin de 1989, qui allait, entre autres choses, prétendre placer l'élève au centre du système, le savoir se trouvant quant à lui relégué à la périphérie, et qui porta cette loi par ailleurs, création des UFM, sous prétexte de former les maîtres, on allait en fait les déformer en les convertissant de gré ou de force à la religion pédagogiste. Quand un ministre a pu, chose suffisamment rare pour être relevée, envisager une réorientation de bon sens, ce fut notamment le cas de Gilles de Roubien, qui en 2005 préconisait qu'on enseignât la lecture selon la seule méthode syllabique, à l'exclusif de tout autre. Cette loi d'intention est demeurée un vœu pieux, car elle s'est heurtée aux pesanteurs de l'administration centrale et ici encore aux complicités syndicales. De façon plus générale, les politiques scolaires suivent depuis plus de 30 ans
une orientation que l'on peut qualifier de libérale-libertaire en raison du fait qu'elle réponde, d'un point de vue sociétal, à la libération sans restriction de l'individu humain de tout déterminisme et de toute appartenance collective, et à ce titre, la pernicieuse théorie du genre constitue un point jamais atteint, et d'un point de vue socio-économique, à la production de cet individu atomisé et flottant, c'est-à-dire tel que requis par le marché généralisé, qui se révélera un futur travailleur d'autant plus flexible que peu instruit et peu qualifié, et par ailleurs un parfait consommateur, car programmé, faute de sens critique, à céder à toutes les pressions consuméristes. Ces deux logiques, libertaire et libérale, accompagnent et servent, c'est l'évidence, la mondialisation contemporaine. Elles constituent, à ce titre, la pierre d'angle de la logique mondialiste qui inspire tout autant et plus explicitement sans doute encore les évolutions de l'école et surtout de l'université. Face à ces logiques infernales, la nôtre est une logique qui vise à préparer la réforme en profondeur dont le système a besoin. On ne redressera l'école et l'université qu'en se situant en rupture par rapport à tout ce qui les a entraînés dans le déclin. Méthodes aberrantes, expérimentations insensées, pernicieux égalitarisme, laxisme généralisé. On ne redressera l'école et l'université qu'en retrouvant à la tête de l'État cette foi dans l'avenir de la France qu'on a depuis trop longtemps perdue. Foi sans laquelle il ne saurait y avoir ni réelle ambition pour notre système d'enseignement, ni mise en œuvre effective des conditions de son redressement. Les finalités du collectif Racine sont par conséquent, dans un premier temps, de travailler au programme présidentiel de 2017 dans sa partie éducation. Nous avons entrepris une tâche qui aborde l'ensemble des questions de fond et qui prétend donc traiter point après point l'ensemble des dossiers renvoyant au dysfonctionnement qui compromettent le système de la maternelle à l'université. Nous mettons par ailleurs en place des groupes de travail nationaux qui visent à rassembler nos membres selon leurs compétences, les secteurs de l'enseignement, de la formation, de la recherche dans lesquels ils sont compétents. Parallèlement, et dans un temps plus court, nous sommes présents, par communiqué de presse notamment, sur l'ensemble des dossiers d'actualité. Nous intervenons notamment depuis l'origine de cette délétère réforme sur la question des rythmes scolaires, ceci en forme de partenariat avec nos élus qui bien souvent nous demandent des notes pour ajuster les positions qu'ils adoptent, notamment dans le cadre des conseils municipaux. Nous travaillons également sur cette question de la violence scolaire très prégnante, puisque particulièrement deux événements graves sont survenus à Paris il y a peu, et nous pensons, c'est un projet récent, créer un observatoire de la violence scolaire, et nous travaillons également pour dénoncer ce grand plan numérique dont le gouvernement actuel considère qu'il serait, c'est une farce bien entendu, la panacée pour redresser le système. Par ailleurs, le collectif Racine s'inscrit dans une stratégie plus large qui est la stratégie des collectifs et travaille d'un autre côté à son implantation locale. Les collectifs, et trois au moins sont représentés aujourd'hui, outre le collectif Racine, le collectif Marianne, en la personne d'Arnaud Durigné qui a fait le déplacement depuis Nantes, qui en est l'un des cofondateurs, le collectif Racine Lycée également, dont je suis le porte-parole adulte. La stratégie des collectifs est de travailler à l'imprégnation de la société civile, de sorte à faire tomber les résistances idéologiques qui y existaient jusque-là. Parallèlement, les collectifs, c'est le collectif Racine qui est le plus avancé parce que c'est le plus ancien, travaillent à leur implantation locale, car nos membres sont désireux de se rencontrer, d'interagir, de discuter et de travailler ensemble. C'est aujourd'hui, et j'en suis heureux, le lancement de la 7e section départementale du collectif Racine, après celle du Cher la semaine dernière, celle de l'Indre-et-Loire la semaine d'avant, la section des Bouches-du-Rhône. Madame Valérie Lopi a eu la gentillesse de bien vouloir prendre la responsabilité de cette section, je la remercie, vous allez l'entendre. Je remercie également M. Pierre Dussol, professeur honoraire de l'Université d'Aix-Marseille, que nous entendrons ensuite. Et également Mme Samira Baquier, que nous entendrons également sur la question de la formation professionnelle, qui est une question bien sûr que nous travaillons aussi dans le cadre du collectif.
merci à tous d'être nombreux pour ce lancement du collectif Racine. Je suis vraiment honorée qu'Alain Vélo, le secrétaire général, me donne cette possibilité d'être la présidente du collectif Racine 13. Vous savez que me tient à cœur tout particulièrement la France, hein, c'est pour ça aussi que vous êtes là aujourd'hui, et me tient tout particulièrement à cœur l'école. Donc pour moi, c'est les deux à la fois, c'est l'apothéose, hein, c'est-à-dire que ce sont mes combats favoris, l'école et la France, et ça va ensemble. Donc du coup, si vous voulez, moi, ça fait 21 ans que je suis enseignante en ZEP, à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, et bien sûr, comme vous, eh bien, je vois que l'ensemble de la communauté éducative subit l'état de déliquescence de l'école dès la scolarité du primaire. Vous êtes parents d'élèves, vous êtes peut-être grands-parents, et vous le savez de toute façon que l'école aujourd'hui ne répond plus du tout à ses objectifs, et ce qui est grave, c'est donc dès l'école maternelle. Tous les indicateurs sont au rouge, puisque quand on sort de l'école primaire et qu'on ne sait ni lire, ni écrire, ni compter, ben on se dit qu'est-ce qu'on y a fait dans cette école. Et malheureusement, même moi qui suis mère d'élèves, enfin maintenant elle est grande ma fille, mais je veux dire, moi-même, j'ai eu de la défiance pour l'école, alors que je suis enseignante, donc je comprends parfaitement la défiance qu'aujourd'hui ont les parents pour l'école. Alors, donc, comme ça fait 21 ans que je suis enseignante et que je suis toujours passionnée par mon travail, eh bien, j'ai pris racine, justement, dans cette éducation nationale. Mais pour moi, c'est parce que j'ai lutté quelque part, ou j'ai résisté à ce système qui m'engloutissait, hein, le système idéologique de l'éducation nationale, que je peux encore aujourd'hui faire mon métier passionnément. Parce que je crois que c'est grâce d'ailleurs à la rencontre de Marine et la rencontre de Jean-Marie Le Pen que j'ai pu me faire de nouveau confiance en me disant mais c'est pas toi qui ne comprends rien à cette école, c'est au contraire l'école qui a été dévoyée. Donc c'est peut-être un petit peu prétentieux ce que je vous dis, mais en tout cas, le fait d'avoir vécu, j'allais dire, deux périodes en tant que professeur, une période où j'ai essayé de mettre en place ce que les professeurs de l'UFM me demandaient de mettre en exergue, c'est-à-dire l'enfant au centre de l'apprentissage, acteur de son savoir. Je me suis rendu compte très rapidement, dans cette pédagogie non directive que je prônais moi-même, d'ailleurs au début de ma carrière, je me suis rendu très rapidement compte qu'en ZEP, où les enfants justement n'ont déjà pas de repères éducatifs clairs, je me suis rendu compte que c'était exténuant et que surtout ça n'était pas très efficace, puisqu'en fait un enfant a besoin d'une maîtresse, et une maîtresse digne de ce nom, c'est quelqu'un qui sait ce qui est bon pour lui et surtout qui a la conviction qu'il faut que cette maîtresse ou ce maître transmette son savoir. Ça paraît simple, hein, mais en fait, la formation des enseignants est à ce point dévoyée que quand vous sortez de l'UFM, vous ne savez plus du tout comment il faut faire pour apprendre à lire, écrire, compter un enfant. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai eu ma période comme ça de 5-6 ans où j'essayais de faire ce qu'on me disait, c'est-à-dire de prendre les élèves un petit peu comme des cobayes d'ailleurs, pour faire des expérimentations pédagogiques sur eux. Et puis quand je suis devenue mère de famille, je me suis dit que là, pour ma fille, j'aimerais vraiment pas qu'on la prenne pour un cobaye. Et du coup, je me suis fait confiance et j'ai fait ce que je voulais, c'est-à-dire ce que mes maîtres, moi, m'avaient enseigné, hein, parce que j'ai eu la chance encore d'avoir des instituteurs avant, dans les années 70, qui n'étaient pas des idéologues, et comme les maîtres m'avaient transmis ce dont j'avais soif, c'est-à-dire le savoir qui a permis à toute ma famille, je veux dire, de prendre l'ascenseur social, parce qu'encore à l'époque c'était possible que l'école puisse donner la chance de prendre l'ascenseur social, et bien du coup c'est en reprenant le bon sens de ce qu'on m'avait enseigné quand j'étais petite que j'ai retrouvé
leur foi dans mon métier et que je suis devenue, à mon avis, une bonne maîtresse d'école. Alors vous savez que dans l'éducation nationale, le problème, c'est qu'il y a des lubies que vos différents inspecteurs de l'éducation nationale viennent vous asséner tous les ans. Hein. Donc la dernière lubie, vous la connaissez, c'est la mise en place des rythmes scolaires. Parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'attention, s'il y avait des problèmes chez les enfants primaires, c'est parce que les rythmes ne correspondaient absolument pas à leur rythme biologique. Et alors, donc, Vincent Payon nous a dit qu'il fallait absolument raccourcir la journée de classe afin que les enfants puissent enfin acquérir les fondamentaux. Or, il a proposé cette loi en 2013, il y a eu des élections en mars 2014, et il fallait que les maires, donc à la charge de la commune, mettent en place cette réforme des rythmes scolaires. Et Benoît Hamon, parce qu'on a changé deux fois de ministre là en quelques mois, Benoît Hamon, voyant la difficulté des maires pour mettre en place le raccourcissement des journées et de prendre en charge la totalité des enfants, hein, sur la charge de la commune, eh bien il a dit, plutôt que de raccourcir les journées, on va mettre ces temps d'activité périscolaire sur une demi-journée. Donc finalement, ce qu'avait proposé Vincent Payon, c'est totalement annihilé, puisque la journée scolaire n'est pas raccourcie. Il y a même un rallongement de la semaine, puisque les enfants qui restent le vendredi, enfin pour moi, dans mon école, le vendredi après-midi, il y a ce temps d'activité périscolaire qui est en fait une garderie actuellement, hein, et bien les enfants dont les parents travaillent, ou les parents dont les enfants s'embêtent chez eux, et bien en fait ils restent à l'école jusque tout le vendredi après-midi dans une cour d'école, et ce qui fait que au lieu de raccourcir la journée, on a rallongé la semaine. Et puis il y a les petites maternelles qui ont 3 ans, les petits bébés, qui sont obligés de venir à l'école le mercredi matin alors qu'ils avaient quand même besoin d'une coupure dans la semaine. Enfin, du coup, ce que l'on peut dire actuellement, au bout d'un mois de mise en place de ces rythmes scolaires, c'est que l'objectif d'alléger le rythme scolaire de l'enfant n'est absolument pas atteint. Et en plus de ça, c'est un énorme coût pour les communes et c'est donc absolument pas dans l'intérêt des familles, voilà, ni dans l'intérêt de l'enfant. Un problème tabou qui existe aussi particulièrement dans notre région et un problème prégnant dans les écoles que je vis tous les jours, c'est le problème du nombre de plus en plus important d'enfants ne parlant pas le français qui arrivent tout au long de l'année, parce que maintenant c'est tout au long de l'année scolaire, qu'il nous arrive des enfants qui ne parlent pas le français, et qui plus est, je vois dans mon école, je suis obligée d'accueillir un professeur d'arabe qui vient enseigner l'arabe à tous les élèves qui le souhaitent, le soir après la classe. C'est-à-dire que non seulement la journée elle n'est pas raccourcie, mais elle est prolongée avec des cours d'arabe. Donc là, si vous voulez, déjà, ça, c'est aussi, à mon avis, totalement contradictoire avec le fait que l'on nous donne théoriquement des moyens supplémentaires parce que je suis dans une école en ZEP. Donc comme j'ai expliqué au professeur d'arabe, qui est très sympathique au demeurant, c'est que, est-ce que vous ne trouvez pas contradictoire que je sois considérée, que mon établissement soit considéré en Z parce que les enfants n'ont pas les compétences pour parler correctement le français, et au lieu de me donner des moyens supplémentaires en français, on me donne des moyens pour apprendre l'arabe. Enfin, bref, donc du coup, on est dans une contradiction pure, mais c'est totalement tabou, donc tout le monde le subit et ne dit rien. Ce problème de langue à l'école, c'est-à-dire des enfants qui ne parlent pas le français à la maison tout au moins, eh bien forcément, même si on vous fait croire dans l'éducation nationale que c'est l'hétérogénéité et la diversité qui vont faire grandir vos enfants, vous vous rendez bien compte que c'est quand même l'inverse qui se passe, parce que vous ne pouvez pas enseigner le même niveau d'exigence quand vous avez la moitié des enfants qui n'ont pas
des attitudes d'élèves d'une école républicaine, on va dire, et qui ne parlent pas la langue française, que si vous aviez une classe d'enfants, ils savent ce que c'est qu'ils parlent français, ils savent ce que c'est que l'école de la République parce qu'ils l'ont appris de leurs parents. Voilà. Et du coup, Vincent Payon, comme j'ai dit à Marine Le Pen l'autre jour au bureau politique, Vincent Payon m'a demandé, au même titre qu'à tous les directeurs d'école, de placarder à l'entrée de mon école la grande affiche sur la laïcité, la charte de la laïcité. Donc il nous a demandé de faire ça, la charte de la laïcité, et ça c'était en septembre 2013 que j'ai affiché cela. En décembre 2013, il a fait passer un décret qui disait la chose suivante. Étant donné que les parents d'élèves pourraient se sentir discriminés dans l'accompagnement des enfants dans les sorties scolaires parce qu'elles porteraient le voile, donc pour lutter contre cette discrimination, eh bien ce sera l'autorité compétente de l'école qui décidera oui ou non les enfants, oui ou non, seront accompagnés par des mamans voilées. Alors moi, comme par hasard, au mois de janvier 2014, des mamans me demandent d'accompagner les enfants à la piscine, elles étaient totalement voilées. Donc je me réfère à ce décret et je leur dis, écoutez mesdames, c'est marqué que c'est l'autorité compétente qui décide. C'est moi l'autorité compétente, je suis directrice, donc je vais faire une note et je vais vous faire passer une note comme quoi non, je suis très scrupuleuse par rapport à la laïcité et donc vous ne pourrez pas accompagner les enfants si vous êtes voilés parce que c'est un signe ostentatoire religieux. Sauf que ma hiérarchie m'a dit attention Madame Lopine, ne faites surtout pas ça. Je vais venir et je vais leur expliquer aux mamans ce que ça veut dire le décret. Et alors, ce que ça veut dire le décret d'après ma hiérarchie, c'était que finalement, elles pouvaient quand même venir voiler à la sortie scolaire à partir du moment où elles étaient sous l'œil de la maîtresse. Or, si vous prenez des mamans pour accompagner les enfants, c'est justement parce que vous avez besoin d'un adulte qui va être avec un petit groupe d'élèves. Donc forcément, ça n'a plus de sens. Donc, si vous voulez, ma supérieure hiérarchique, qui cette année au demeurant est quelqu'un de très loyal, mais n'empêche que quelque part j'ai été désavouée par cette inspectrice, mais qui est aux ordres de ce qu'on lui demande de plus haut. Et du coup, si vous voulez, je ne comprends pas la relation entre la charte de la laïcité que je dois afficher à l'entrée de mon école et le fait que finalement il ne faut surtout pas discriminer les dames voilées qui évidemment arrivent et affluent même de plus en plus aux abords de l'école. Qui plus est, c'était pendant la campagne municipale, j'étais candidate, donc je ne vous dis pas la manifestation, d'ailleurs c'est une manifestation, carrément j'ai eu de mamans voilées devant mon école pour venir m'expliquer que c'était moi qui avais tout faux, j'étais vraiment une vilaine, puisqu'en fait j'avais pas le voile, enfin bref, voilà. Du coup j'ai dit à Marine justement lundi dernier au bureau politique, j'ai dit voilà, par rapport à ça, nous n'avons pas de débat à avoir à ce sujet, c'est si nous étions, quand nous arriverons d'ailleurs au pouvoir en 2017, ça sera application de la loi, stricto sensu, l'état de droit doit être fort, et puis c'est évidemment stop à l'immigration, parce que ça c'est pareil. Ça, évidemment, c'est totalement lié aussi le redressement de l'école, ça va passer par ça. Stop à l'immigration, il n'y a pas que ça, mais stop à l'immigration, respect des règles, point barre. Voilà. Donc, du coup, voilà, ça c'est alors les lubies, la concernant série scolaire, le problème tabou, on ne sait pas parler français. Donc, du coup, pour parer aux difficultés des enfants qui ne savent pas bien parler français, qui n'ont pas l'attitude de l'élève, eh bien, les gouvernements successifs ont mis en place ce qui s'appelle des parcours individualisés. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire redoubler les enfants. Alors ils ne nous disent pas que c'est parce que ça coûte cher, mais parce qu'en fait ça coûte 2 milliards d'euros par an. Et comme on ne leur demande pas d'efforts particuliers à ces enfants, et ben c'est à la maîtresse de s'adapter à chacun pour que ce petit être puisse développer à un moment donné ses talents cachés
qu'il ne veut pas vous montrer. Voilà. Et si vous voulez, ça c'est donc une solution qui coûte très cher et qui n'est justement pas une solution parce que c'est évident qu'un élève, ça doit être quelqu'un qui fait des efforts, qui travaille et qui doit être méritant. Et là, on ne demande jamais aux enfants de vraiment travailler parce que presque ce mot, vous vous rendez compte, dans une école, presque le mot travail est tabou. Donc, du coup, on ne peut pas y arriver comme ça. D'autre part, Alain Vélo, d'ailleurs, vous a dit qu'on allait étudier sérieusement la violence à l'école, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même dans la cour de récréation, s'il n'y a pas un directeur qui est conscient qu'il est responsable aussi de la sécurité de ses élèves, eh bien, c'est la loi de la jungle, hein, puisque la culture de l'excuse, c'est dès la maternelle qu'on l'a, et si vous voulez, cette loi de la jungle existe réellement, et c'est pour ça qu'on comprend que les parents aient de la défiance vis-à-vis de l'école, parce que le mot sanction, la sanction, la punition, c'est quelque chose aussi, il faut le savoir, est tabou pour nos supérieurs hiérarchiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les enfants, c'est de l'angélisme pur, hein, c'est-à-dire qu'ils considèrent que ce sont des bons sauvages, quoi, les enfants. Donc du coup, la punition, c'est mal. Donc si vous voulez, c'est difficile aussi de faire respecter la sécurité dans votre école si vous n'êtes pas soutenu par votre hiérarchie quand vous décidez de mettre les limites. Et évidemment, à un moment donné, quand les limites elles sont dépassées, ça s'appelle une punition. Et c'est comme ça qu'on apprend les règles et c'est comme ça qu'on apprend les limites. Alors, le dispositif, comme je vous ai dit tout à l'heure, que nos différents gouvernants ont essayé de mettre en place, c'est des dispositifs très chers qui n'aboutissent à rien. Comme, par exemple, donc je vous disais, les parcours individualisés. Maintenant, paraît-il qu'avec le numérique partout, vous imaginez, ça coûte très très cher ça. Avec le numérique partout, paraît-il qu'on va en faire des génies. Donc on ne voit pas par quelle opération du Saint-Esprit. J'ai écouté Juppé l'autre jour à des paroles et des actes, effectivement, il a dit que lui c'était son grand cheval de bataille, le numérique aussi. Hein. Alors il a dit aussi Juppé que c'était donc le numérique, la révolution numérique, personnaliser l'enseignement, ce que je vous ai dit. Donc pour lui ça passe aussi par plus de présence des enseignants dans les écoles. Et puis plus de responsabilité au chef d'établissement, donc ça on en reparlera après. Alors, si vous voulez, résultat des courses dans le primaire, moi je vois très clairement que les enfants ne peuvent pas avoir acquis les connaissances fondamentales puisque rien n'est fait pour cadrer les enfants et les mettre dans une attitude d'élève qui va travailler et qui va fournir un effort et qui va être récompensé de ce mérite par une note. Parce que vous avez certainement entendu parler aussi que Benoît Hamon, ça c'est notre deuxième ministre en 6 mois, nous a dit que la note, ça pouvait être très très dur et très traumatisant pour les enfants. Donc là, effectivement, dans ce cas-là, si on casse le thermomètre, si vous voulez, ils pourront nous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, que les enfants sont des petits génies, puisqu'il n'y aura plus les notes. Mais là, franchement, les premiers demandeurs des notes, ce sont les enfants eux-mêmes, parce qu'ils ont besoin de savoir ce qu'ils valent, ils ont besoin de savoir où ils en sont. Donc tout le monde en a besoin, les enfants, les parents, les enseignants. Donc ça, c'est, je ne sais pas s'ils iront au bout de si Vallaud-Belkacem ira au bout de ce projet, mais ça sera un des derniers massacres avant qu'on soit complètement anéanti. Alors, si vous voulez, pour moi, il y a pourtant des solutions très simples, hein, des solutions qui sont tout simplement, sans faire la passéiste, des choses qui ont toujours marché, mais qu'on a voulu casser. Et en fait, si vous voulez, il est évident que la maternelle et l'école élémentaire jouent un rôle névralgique pour la continuité de la scolarité. Et tout simplement, ça passe déjà par l'apprentissage de la lecture qui doit être syllabique. Et ça c'est pareil, c'est un gros mot qu'on n'a jamais prononcé à l'école. En fait, c'est le BABA, hein, c'est BA qui fout bas. J'ai vu il n'y a pas très longtemps un scientifique qui a fait justement l'étude du cerveau et qui montre clairement que ce sont les enfants qui ont appris la lecture par la syllabique qui savent lire et que ceux qui l'ont appris par la méthode globale qui existe encore partout dans les écoles, eh bien évidemment ils auront de plus en plus de mal à savoir lire. Et donc, bon, si en sortant de l'école primaire on ne sait pas lire,
c'est vrai que c'est quand même très très inquiétant. Vous savez aussi qu'aujourd'hui, il y a un enfant sur 2 ou un enfant sur 3 qui va chez l'orthophoniste. C'est quand même fou. Je veux dire, on n'a quand même pas un enfant sur 3 qui est malade, parce qu'à un moment, l'orthophoniste, elle fait un diagnostic, ça veut dire qu'elle s'adresse à des enfants malades. Non, c'est simplement parce qu'il y a cette méthode de lecture qui est à la base délétère et qui continue à sévir dans les écoles. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que la maîtresse soit maîtresse, c'est-à-dire qu'elle transmette un savoir, déjà qu'elle ait cette méthode rigoureuse de la syllabique au niveau de la lecture. Et si vous voulez, l'école aujourd'hui est devenue totalement confuse, même pour les parents, inintelligible, on ne sait plus ce que c'est que le travail scolaire que doit fournir son enfant, alors qu'il faut redonner une place très claire et très simple à chacun des protagonistes de la communauté éducative, c'est-à-dire que le maître, la maîtresse doit transmettre un savoir et avoir l'autorité dans sa classe. Le parent doit accompagner son enfant dans ses devoirs d'élève, c'est-à-dire qu'il doit lui dire comment il doit se tenir en classe. Et puis, l'enfant, il est là pour obéir au maître, c'est-à-dire pour faire le travail qu'on lui demande d'accomplir. Et justement d'avoir une note au bout du compte, des notes au bout du compte qui vont être l'évaluation de son travail. D'autre part, moi, tout à l'heure je parlais de responsabilité de chef d'établissement, je pense qu'aujourd'hui aussi le directeur d'école aurait besoin d'être chef d'établissement à l'instar du proviseur et du principal, ce qui n'est pas le cas actuellement, parce que ça c'est toujours cette idéologie 68arde qui a voulu qu'il n'y ait pas de chef. Donc si vous voulez, comment prendre des responsabilités dans votre école quand vous êtes directeur d'école, parce que les gens viennent vous voir parce que vous êtes directeur d'école, mais en même temps vous n'êtes pas le supérieur hiérarchique de l'équipe, donc c'est quand même un petit peu difficile de gérer ça. Voilà. Nous, ce que l'on souhaite aussi au collectif Racine, et ce que Marine a à cœur, c'est que les professeurs des écoles qui ont Bac+5, et qui justement auraient besoin d'une autre formation de professeurs que ce qu'ils ont actuellement, eh bien, aient un salaire revalorisé, parce que c'est vrai que l'éducation nationale coûte très cher, il y a beaucoup d'argent qui partent dans l'administration centrale, dans des décharges syndicales, où là, la neutralité politique, on sait très bien qu'elle n'est pas forcément respectée, et il vaudrait mieux revaloriser la fonction d'enseignant et de maître d'école, en revalorisant aussi les salaires, plutôt qu'en dispatchant le budget d'éducation nationale dans l'administration centrale avec beaucoup de gens qui ne sont pas forcément devant leurs élèves. Je terminerai en disant que redresser l'école, ce sera donc le programme, un des pans du programme de Marine dans son projet présidentiel, et que c'est vraiment restaurer une institution républicaine et non pas colmater les brèches comme nos adversaires nous proposent de le faire. Et si vous voulez, pour restaurer cette institution républicaine, ce que je disais, Marine, et ce que je pense réellement, c'est peut-être une des institutions qui peut se redresser vite. Parce que vous avez un public, les enfants, qui ne demandent que ça, c'est d'avoir un vrai maître, une vraie maîtresse, un vrai professeur qui œuvre dans la bonne direction. Et si vous voulez, ça fait donc plus de 15 ans que je fais cette expérience tous les jours, d'œuvrer et de faire mon métier avec mes convictions. Et je peux vous dire que les résultats sont immédiats et que c'est ce qui fait d'ailleurs mon bonheur de toujours aller à l'école. C'est-à-dire qu'en étant dans le bon sens et en résistant à cette idéologie rouleau compresseur, vous avez vraiment immédiatement des résultats de la part de vos élèves. Et c'est ce qui me fait dire qu'on pourrait redresser cette institution relativement rapidement. D'autre part, pour avoir eu très peur pendant un temps quand j'ai été élue conseiller régional Front National, vous imaginez bien que j'avais très peur de la communauté éducative, plutôt de mes collègues, parce que je me disais, tu vas te faire lyncher sur place par les gauchistes de l'éducation nationale. Donc c'est vrai qu'il y a eu des tentatives, c'est vrai que j'ai fait la mauvaise expérience de l'ostracisme pendant un temps,
mais parce que j'étais bien sûr convaincue que je n'avais rien fait de mal, parce que d'aimer son pays et d'aimer son école, c'est pas une honte, au contraire. Et c'est bien parce que j'avais ça d'ancré au fond de moi, que c'est ma droiture et mon assurance qui ont fait qu'à un moment donné, ma hiérarchie n'a plus pu m'attaquer, et qu'aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai au contraire une grande sérénité pour travailler et un grand respect de la part autant de mes familles maghrébines que de mes familles gitanes, que de ma hiérarchie, que de mes collègues, etc., etc. Donc, si vous voulez, moi je vous dis aussi de ne pas avoir peur d'affirmer vos convictions. Je ne fais jamais de politique à l'école, je n'ai jamais parlé du Front National à l'école, je fais bien le distinguo. Je fais simplement mon métier avec mes convictions pour l'intérêt de mes enfants, de mes élèves et l'intérêt de mon pays. Et je respecte la loi, bien sûr. Et si vous voulez, je peux vous dire que vous attirez forcément, eh bien, vous attirez forcément le respect et puis l'envie de vos collègues de faire la même chose que vous. Donc c'est ça Collectif Racine aussi, c'est ça le Rassemblement Bleu Marine. Alors je vous invite évidemment à franchir le pas du Rassemblement Bleu Marine via le Collectif Racine. Et je peux vous dire aussi que Marine attend nos solutions du Collectif Racine pour l'intégrer à son programme présidentiel. Donc quel honneur de pouvoir participer à ça. Donc c'est pour ça que pour moi c'est non seulement un honneur, c'est aussi du bonheur. Et bien sûr, si vous êtes là aujourd'hui, eh bien j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas. Faites aussi, comment dire, osez, si vous êtes professeur, osez être Collectif Racine dans tout ce que ça suppose. Et puis, je pense que c'est cela aussi qui participera à redonner une note d'espoir aux Français, une note d'espoir pour le devenir de notre école et pour le devenir de notre pays, parce que ces deux choses-là sont vraiment intrinsèquement liées. Je vous remercie. Alain Vélo pour le lycée, c'est ça, ou à Pierre Dussol pour l'université? Bonjour. Bon, vous vous doutez bien, vous m'entendez là? Alors, non. C'est mieux là? Oui. Bon, vous vous doutez bien que dans l'université, les produits dont nous évitons sont ceux qui viennent de nous être décrits. Vous y ajoutez quelques années d'enseignement secondaire et dans la même veine, vous imaginez que nous voyons arriver des produits complètement gâchés. Alors, dans l'université, c'est en revanche beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Donc les enseignants, les professeurs, grands magistrats, font absolument ce qu'ils veulent. On peut même faire des choses bien d'ailleurs. Personne ne peut rien contre vous. Donc de temps en temps, il y a quelques îlots où on fait du bon travail. Alors, tout ça, c'est pas arrivé d'un coup. Monsieur Abello a cité le mot naufrage. Il a dit c'est un naufrage. Il y a un ministre de l'Éducation nationale qui a eu le cynisme de dire l'Éducation nationale organise des naufrages pour repérer les meilleurs nageurs. C'était François Bayrou, comme c'était un propos public, je peux le citer. Je ne le classe pas à droite, mais c'était un ministre. Bon. Alors, de fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tout d'abord ce que j'appellerais la création d'une illusion dangereuse. Ce qui a fait le plus de mal pour ça, c'est mai 68, où on a déclaré que tout le monde avait droit au diplôme. Pourquoi tout le monde n'aurait-il pas le droit d'être docteur en physique nucléaire? Vous pouvez le mettre sur le certificat de baptême, c'est pareil. Et un universitaire lucide, parce qu'il en avait à l'époque, avait écrit « Ce sont des assignats universitaires ». Vous vous rappelez ce qu'ont été les assignés là? On en donnait tellement que ça ne valait plus rien. C'est exactement ce qui se passe. On donne tellement de diplômes à n'importe qui ne les mérite pas que ça ne vaut plus rien. Et plus rien, ce n'est pas une opinion personnelle, c'est sur le marché du travail. Les étudiants se précipitent dans des filières faciles, la sociologie, la psychosociologie, certaines études de lettres ne sont pas toutes faciles. Et à la sortie, évidemment, ils n'ont pas de boulot. Alors, on leur dit, c'est pas votre faute. Bon. Il y en a toujours qui s'en sortent.
Les étudiants qui sont débrouillards, même s'ils ont un mauvais diplôme, ils se débrouillent. Mais ce n'est pas le but. Le but de l'université, c'est normalement, ou l'enseignement supérieur, que chacun ait un peu sa place et sa chance. C'est du moins ce que nous pensons dans l'enseignement, on va dire, républicain. Alors, quand on voit arriver des étudiants, depuis quelques années maintenant, nous les alphabétisons. En première année de faculté, on leur apprend non pas les lettres de l'alphabet, ils les connaissent quelquefois, mais à lire un texte, à le comprendre et à rédiger une pensée cohérente. C'est ce qui leur manque. Alors, je ne parle même pas de ça, de dire si c'est en français, en anglais, en norvégien. Dans aucune langue, ils ne sont capables, je parle à 70%, d'exprimer une pensée structurée. Évidemment, l'origine, c'est qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée. Alors, on sélectionne tous, nous. Quand on va acheter des fruits et légumes, on prend les meilleurs. Personne ne nous dit, vous discriminez les fruits pourris. Bon, ben, dans l'université, nous n'avons pas le droit, nous n'avons même pas le droit d'afficher les résultats aux examens en fonction du baccalauréat d'origine. J'ai même pas dit de leur dire quoi que ce soit, encore moins de les dissuader. Mais on avait affiché à l'entrée de notre bureau d'inscription des résultats par série de bac. Il était clair que certaines séries de bac, on ne disait pas, on a réussi. Même ça nous a été interdit. On s'est assis sur l'interdiction, mais il y a des gens qui ont osé au rectorat venir nous dire que ce n'était pas autorisé. Si vous avez un menuisier qui fait des meubles et que vous ne l'autorisez pas à choisir son bois, vous ne pourrez pas venir lui dire que les meubles ne sont pas réussis. Ce n'est pas sa faute. On en est là. Alors pourquoi ça? Des filières sans débouchés, des étudiants frustrés, parce que les étudiants qui font des études sans débouchés, ils font quand même des études. Ils font un effort financier, ils travaillent, je n'ai jamais dit qu'ils ne travaillaient pas, et au bout de 4-5 ans, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont rien entre les mains. Et qu'est-ce qu'ils deviennent? Peut-être ce que l'on voulait qu'ils deviennent, des frustrés et des révolutionnaires. Évidemment, de temps en temps, quand il y a du chômage, notamment à l'époque, vous avez cité M. Jospin, qui était ministre, on a laissé créer des diplômes professionnalisés où les étudiants trouvent du travail. Et ça, c'était évidemment, c'est pas mal du tout, pour qu'il y ait moins de chômage. Et quelques années après, on a dit oui, mais ce sont des filières élitistes, et ça, c'est pas bon. Pourtant, il en faut. Et de temps en temps, ces filières suivent, elles sont tantôt promues, tantôt brimées, selon les fantaisies. Alors, Madame Loupi a parlé de l'UBI, je suis parfaitement d'accord avec elle, il y en a aussi dans l'université, mais elles vont toujours dans le même sens. Plus bas, toujours plus bas. Alors, est-ce que c'est par hasard? Deuxième point que je voulais développer rapidement, c'est un désastre qui est programmé. C'est pas sorti du néant, ça. C'est pas tout d'un coup que depuis des siècles que le niveau monté s'est mis à baisser. C'est pas tout au hasard. Je ne suis pas superstitieux, je n'accuserai pas des petits génies surnaturels. Non, non, ce sont des hommes bien précis. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, des partis qui auraient intérêt à ce que les enfants soient de plus en plus ignares, dépourvus de repères et par conséquent manipulables? Eh bien, c'est évident. Il y a même des socialistes qui ont osé dire, bon, c'était en 1868 à la Deuxième Internationale, mais s'il n'y a plus de mécontents, on n'aura plus d'électeurs. Effectivement, si un étudiant fait de bonnes études, à la fin de ses études, il trouve un bon travail, il se marie, il a des enfants qui vont à l'école, qui trouvent une bonne éducation, pourquoi voudrez-vous qu'il soit socialiste? Ça n'intéresse pas les socialistes d'avoir des gens bien dans leur peau. Avec à les regarder parfois. Alors, vous me direz, Jules Ferry, qui était un socialiste, il s'en est pas, il avait voulu que l'école républicaine aide les enfants, notamment des milieux modestes, à progresser. Et un jour, ils ont compris que ce n'était pas du tout leur intérêt. Et dans les années 20 à 30, je peux vous dire comment je le sais, parce que c'est connu, on a créé le Parti communiste en 1920, et ils ont compris qu'ils ne prendraient pas le pouvoir par les fusils comme en Union soviétique. Et vous savez comment on va prendre le pouvoir? Et là, on va le prendre petit à petit. On va infecter, ils n'ont pas dit infecter, noyauter, c'était le terme de Lénine. Nous allons noyauter les centres de pouvoir intellectuel. Ils ont commencé par Normal Sup, alors ça a donné des Jean-Paul Sartre, des Simone de Beauvoir et d'autres. Ils ont noyauté la magistrature, les syndicats, les milieux culturels, les médias, on ne le sait que trop malheureusement,
et bien entendu l'éducation nationale. Alors vous savez, c'est Ho Chi Minh qui nous disait ça quand il était vivant. C'est ça qu'on appelle la longue marche. Tout le monde a en tête la longue marche de Mao Tse-tung dans les années 50 qui est allé prendre le pouvoir en Chine. Et il a effectivement marché pendant des centaines de kilomètres. Mais c'était comme les Chinois les aiment bien, c'était un symbole. La longue marche, c'est la prise de pouvoir par noyautage. Le jour où on s'en aperçoit, c'est trop tard. Alors, ce que nous vous montrons aujourd'hui, ben, c'est la version enseignante de ce noyautage. Parce qu'on déconstruit les stéréotypes de la culture bourgeoise. On n'apprend plus à lire, à écrire, à compter. Mais tout ce qui est transmission est nié. Le maître n'est plus une autorité, etc., etc. Et tout ça, c'est pas par hasard. On va vous produire des êtres décervelés qui vont être manipulables. Et alors, pour les socialistes, ça fait des électeurs dociles. Pour les supermarchés, ça fait des acheteurs qui ne discutent pas. Et même moi, qui suis pourtant un économiste, qui aime bien l'entreprise et le commerce, je reconnais que l'intérêt objectif, comme dirait Lénine, entre les supermarchés et les manipulateurs socialistes, c'est d'avoir des gens complètement abrutis. Donc il y a une coalition qui n'est peut-être pas consciente, hein, ça je ne sais pas. Alors ce gâchis, c'est un gâchis, et il est inadmissible parce que, un, on pouvait l'éviter, et deux, on peut le redresser. C'est ce qu'a dit ma voisine, et je l'approuve totalement, je ne savais pas ce qu'elle allait dire, mais on pouvait l'éviter. D'abord, si on avait été un petit peu plus conscient, parce que chose incroyable, ça s'est passé pendant des années où politiquement le Parlement n'était pas du tout de ce côté-là. Il n'était pas du côté des destructeurs marxistes. Et puis sous leurs propres yeux, sans même qu'ils le voient, le pays s'est complètement infecté. Et en mai 68, ça a été merveilleux parce que l'infection est sortie des égouts. Mais très vite, on l'a oublié, on a eu tort. Parce qu'on a maintenant les enfants et les petits-enfants de cette génération culturelle influencée par un individu, vous connaissez peut-être de nom, qui était M. Bourdieu. C'était lui qui voulait déconstruire les stéréotypes, qui privait les enfants de repères. Alors est-ce qu'on peut reconstruire? Je serais peut-être beaucoup plus bref parce que... Alors d'abord, oui, il le faut parce que tous les étudiants ne sont pas, comme disait Valérie, ils ne sont pas pourris. Il y a des étudiants sérieux qui veulent travailler, qui veulent s'en sortir, qui sont d'autant plus dignes d'intérêt, qui sont d'un milieu qui ne les favorise pas, donc vraiment ils travaillent. Et pour eux, un certain nombre d'universitaires comme moi ne sont pas partis à l'étranger, parce qu'ils méritent qu'on s'occupe d'eux. Croyez-moi, c'est très facile pour nous, surtout dans un métier d'économiste, d'aller immigrer en Australie, aux États-Unis, en Malaisie. Il y a des dizaines de pays qui nous attendent, même quand on est à la retraite. Donc, si on reste, c'est parce qu'il y a des braves personnes, des bonnes personnes, je vous dis sans aucun mépris, qu'on ne peut pas laisser tomber. L'autre jour, j'ai vidé mon bureau à l'université parce que je suis parti à la retraite depuis 3 ans bientôt. Et les étudiants ne le savaient même pas, parce que ils m'ont vu partir avec mes valises de bouquins, ils m'ont dit « Mais vous n'allez pas nous laisser !» Ils croyaient que je partais en Australie. Tiens, d'ailleurs en Australie, le dossier d'immigration que j'avais rempli à l'époque, on me proposait des cours de langue. Savez-vous de quelle langue? De l'anglais, bien sûr. Ils ne m'ont pas proposé de m'apprendre le français. Ils proposaient aux immigrés de compléter leur niveau en langue anglaise. Bon, ils ne m'ont pas proposé des cours de français. Pas des cours d'arabe non plus, d'ailleurs. Voilà. Alors, je vous disais donc, la reconstruction, vous savez, je vous ai dit au début qu'il y avait certains endroits dans l'université où ça fonctionnait bien. Où le laxisme n'était pas trop, il arrive un peu partout, mais bon. Donc il n'y a qu'à éviter déjà ces endroits-là. C'est-à-dire avoir des filières sélectives, et il faut qu'il y en ait beaucoup de filières sélectives pour que tout le monde trouve sa petite place. Sélection, ça ne veut pas dire exclusion. Si vous avez quelqu'un qui est doué pour la musique, vous n'allez pas lui proposer de faire du droit romain. Donc la sélection, c'est une orientation pertinente par rapport au talent. J'y tiens beaucoup au talent, parce que même quand on voit des populations de personnes qui ne sont pas très douées, il y a toujours des talents. Alors ce n'est pas forcément des talents académiques, mais c'est quand même des talents. Et il y a un gisement presque infini. Et c'est ce gisement qu'il ne faut pas laisser stérile. Le véritable intérêt des personnes modestes, c'est celui-là. C'est pas de voir l'université dégringoler, comme le reste.
Alors certains le comprennent et éventuellement ils nous aident. Alors ça passe par quoi? Le retour au réel. Il y a beaucoup de personnes qui sont bien gentilles dans l'enseignement, mais qui n'ont jamais touché du doigt les réalités. Alors, il y a des domaines où c'est mortellement dangereux, c'est la médecine. Ils ne sont pas trop touchés par ça. Mais en économie, oui. Il y a énormément d'enseignants d'économie qui n'ont jamais vu une entreprise qui ne serait pas capable de faire la comptabilité d'une épicerie avec les 10 premiers chiffres. C'est une abomination. Alors, déjà, retourner au réel, partir de ce qui existe. Et la réalité de la vie, c'est qu'il faut une culture globale, il faut des valeurs, et puis il faut aussi des savoir-faire. Et nous, on balance entre les techniciens incultes et les cultivés qui ne savent rien faire. Et vous avez remarqué que nos ennemis, ce sont vraiment des ennemis, ils défendent la culture désintéressée. Pas n'importe quelle culture d'ailleurs, le style Jacques Lang, un mélange de pom-pom girl et de stalinisme qui fait qu'on ne sait plus où on est. Alors, nous avons donc des ennemis qui sont tous les gens qui ont intérêt à ce que les élèves sortent dans l'état que je vous décris, c'est-à-dire décervelés, manipulables et révoltés. Mais on a aussi des alliés. Les alliés, ce sont toutes les personnes modestes qu'on n'entend pas suffisamment et qui savent que leur véritable chance, c'est d'avoir un enseignement sérieux. S'il le faut, on donnera des bourses. Mais ces bourses, on les donnera au mérite, pas sur les fameux critères sociaux. Les critères sociaux, c'est pas cet endroit qu'il faut les appliquer. S'il faut les appliquer, ça peut être peut-être dans l'attribution d'un logement, mais surtout pas dans l'attribution d'un diplôme. Vous n'allez pas donner un diplôme parce que quelqu'un vient d'un milieu défavorisé. Évidemment, il faudrait faire un travail sur les enseignants, et je ne dis pas qu'il faut augmenter le salaire des universitaires, ce serait peut-être indécent, mais il faudrait peut-être leur donner quelques moyens. Parce que, très franchement, les moyens, c'est par exemple des laboratoires de langue, c'est des laboratoires scientifiques. Le salaire, ça va. Il faudrait d'abord revaloriser ceux des instituteurs, les profs de fac, ça pourra venir après. Mais il y a peut-être une question de moyens, oui. Par exemple, on donne 12 milliards d'euros chaque année de subventions à la SNCF. Ces subventions ont une utilité, on dira poliment, qu'on peut discuter. Alors peut-être qu'une partie de cet argent pourrait alimenter les universités. Et puis, on n'a qu'à voir ce qui se passe à l'étranger, on est à peu près le seul pays où il y a tant de problèmes et le niveau soit si bas. Même celui des professeurs, d'après les évaluations internationales, il est extrêmement bas dans l'université, spécialement les professeurs d'économie. Je ne prête pas pour ma paroisse. Bon, je vous en dis pas plus, puisqu'on va pouvoir échanger, et vous aurez sûrement d'autres idées. Merci. On m'a demandé d'intervenir sur la formation professionnelle, parce que je suis spécialiste de la formation professionnelle. Je vais peut-être commencer autrement, parce que la formation professionnelle, ça fait peur à beaucoup de gens, parce que c'est vrai que c'est très technique. Quand on regarde les textes, etc., c'est toujours avec des signes, etc. Ce qui fait que souvent, quand on est élu, c'est un domaine qu'on ne choisit pas en disant oh, c'est compliqué, j'y arriverai pas, etc. C'est un peu une erreur parce que la formation professionnelle, c'est des milliards. C'est pas un milliard, c'est pas 1 milliard, c'est pas 3 milliards. À l'heure actuelle, bon, les hommes divergent, on n'est pas 1 milliard près, mais il y avait une estimation qui avait été faite qui était de 35 milliards. C'est énorme. Quand vous savez que la culture, c'est 1 milliard de budget de la culture. Il faut ramener les choses à la juste place. On avait dit que c'était 35 milliards, et dernièrement, j'ai entendu à l'université d'été Jean-Jacques Levoise, qui est le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, qui est un bon copain, qui parlait de 32 milliards. Mais bon, on ne va pas chipoter. Hein. Donc vous voyez, 35 milliards, c'est énorme. D'où viennent ces 35 milliards? Parce qu'on peut se poser la question. D'où viennent ces 35 milliards? Le travail de tous les pauvres gens. C'est-à-dire que vous, quand vous travaillez, on vous prend de l'argent. La formation professionnelle, c'est né dans les années 70. C'est parti toujours, c'est toujours pareil. Quand on veut vous occuper, on commence toujours par un bon sentiment. En tous les cas, vous ne pouvez pas être con, obligatoirement. Donc on a dit, on est parti de constat en disant il
faut absolument former les gens, parce que quand ils sont sans emploi, il faut trouver des moyens de pouvoir les requalifier. Tout le monde est d'accord avec ça. Personne ne va dire, je ne suis absolument pas d'accord, il faut peut-être, quand les gens sont au chômage, il est nécessaire de les aider à améliorer leur qualification. C'est parce que ce que l'idée qui était de dire, au niveau des entreprises, il faut que les gens évoluent professionnellement, donc il faut les former. Donc tout le monde était d'accord sur le constat. Dans les années 70, on a dit c'est une excellente chose. Donc les années 70, ça a démarré petitement. Mais vraiment, le grand tournant s'est fait en 1982. Pourquoi en 1982? Parce que jusque dans les années 80, avant Mitterrand, en fait, c'était vraiment du ressort de l'État. C'est-à-dire que l'État recevait cet argent, et c'était des fonctionnaires, donc des gens qui a priori n'ont pas d'a priori personnel, n'ont pas d'intérêt personnel, et qui distribuent cet argent en fonction des besoins. Donc jusqu'en 80, ça allait à peu près. À partir de 80, à mon avis, la décentralisation a été faite pour ça. C'est-à-dire que ce que je veux vous expliquer, c'est que le problème est quand même grave. Pas seulement en formation, c'est un processus global. Le processus global, c'est de prendre l'argent qui est géré par l'État, donc par des fonctionnaires, pour le donner à des entités qui vont politiques, dans lesquelles on va rentrer, et comme ça on va faire ce qu'on veut de l'argent. C'est une réalité. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, j'allais dire qu'il faut un peu étudier un petit peu sur le plan politique. Sur le plan politique, avant Mitterrand, on avait une droite. Bon, le général de Gaulle disait que c'était la plus belle du monde, ce qui n'est pas complètement faux. C'est des gens un peu menés. Quand vous les approchez, vous vous rendez compte qu'ils sont un peu menés. On leur dit, il faut faire ça, c'est bien, ils le font. Ils respectent bien les choses en règle générale. Ils essaient un petit peu d'entuber à droite et à gauche, mais jamais dans les proportions vers la gauche. Quand Mitterrand est arrivé, il a fait arriver, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi en 81, j'étais socialiste, j'étais hyper contente que Mitterrand soit élu. Pourquoi? Parce qu'à l'école, au niveau de la fac, j'avais des enseignants que j'adorais. Et mes enseignants, j'étais des gens bien. Et mes enseignants, ils m'ont permis d'être ce que je suis maintenant. Et à l'époque, effectivement, il n'y avait pas d'origine sociale, etc. On se posait pas sur des questions. Ah non, on travaillait, on faisait travailler. Et j'ai eu de super bons enseignants qui, la plupart du temps, étaient plutôt des gens de gauche. Et je tiens quand même à dire que je pense que ces gens-là étaient sincères. Je pense que ces gens-là, ils pensaient vraiment qu'en mettant en place un certain nombre de choses, ça allait dans le sens de l'intérêt des enfants. Donc, quand Mitterrand est arrivé, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus jeunes peut-être pas, mais est arrivé en force un certain nombre de gens et beaucoup d'énarques. Alors, l'ENA, c'est l'administration, c'est des gars qui l'a inventé, qui ont joué à De Gaulle. Et le but, c'était quand même de former des gens qui sont des gros fonctionnaires qui ont une vision au-dessus, et qui servent l'intérêt général. Alors là aussi, ça a été complètement dévoyé. Pourquoi? Parce que l'ENA avait des gens qui se sont rendus compte qu'ils maîtrisaient l'appareil de l'État. Parce que c'est eux qui le faisaient. C'est eux qui allaient se trouver à la bonne fonction. Ils se sont dit non, certains, je ne vois pas tous, mais certains se sont dit non, moi je veux beaucoup plus que le simple traitement d'un fonctionnaire. Je veux beaucoup plus. Donc, quand Mitterrand est arrivé, qui est arrivé avec lui? En grosse majorité, les énarques. C'est de l'évaluation de marque, Hollande, on peut voir, les énarques, vous avez plein de gens de ça qui sont arrivés. Donc ça, c'était la grosse base des gens. Des gens qui comprenaient le système d'État et qui savaient comment faire pour obtenir, pour amener les flux vers eux. Et après, vous aviez des gens qui étaient des petits opportunistes, je dirais, qui étaient plutôt des militants de gauche. Des militants de gauche qui, dans les facs, faisaient un petit peu la loi. Et une de leurs femmes préférées, c'était Tolbia. Je parle au plaisir de temps parce qu'on en appelle un gouvernement actuel. Et ces gens-là, ils étaient plutôt extrême gauche. Vous voyez? On en a certains, notamment notre Premier ministre, c'est Tolbia, et puis c'est extrême gauche à l'époque. C'est pas du tout ce qu'on voit maintenant. C'est pas le bourgeois qu'on voit maintenant. Et ces gens-là sont arrivés, se sont dit, si je fais de la politique, je veux obtenir des trucs. Donc ils ont pas tellement étudié. Peut-être le cas par Boris, il n'a jamais obtenu ses diplômes. Il a eu son doctorat, les autres avaient des écoles précédentes. Parce que dedans, ils avaient des années copains. Moi, je trouve extrêmement choquant. Ça n'a pas l'air de choquer qui que ce soit, mais moi, ça me choque énormément.
On a demandé à des tas de jeunes de faire des efforts pour une licence, une maîtrise, pour avoir un doctorat. Et lui, c'est direct. Il est rentré avec de faux diplômes, ça jette personne. Il est secrétaire général du Parti Socialiste, jusqu'à présent un des plus gros partis de France. C'est un parti, c'est aussi un moyen d'avoir des sous. Sont arrivés ces gens-là, donc ils venaient du Colombia, et qui étaient des gens d'extrême gauche, qui étaient menés par un certain M. Lambert. Je ne sais pas si vous en souvenez. Donc c'est pour ça qu'on parle de lambertiste. Jospin, c'est un lambertiste. Et ces gens-là, leur dieu, si je puis dire, c'était Strotsky. Et Strotsky avait un de ses leitmotifs, c'est l'entrisme. Qu'est-ce que c'est l'entrisme? On rentre, on s'implante, peut-être que chez nous, ici, il y a des gens qui sont entristes, je ne sais pas, mais on rentre, et puis après, on grignote et on franc. Ce qui vous explique que, par exemple, nous avons un Premier ministre qui a une certaine maîtrise d'histoire. Il est Premier ministre, le mec. Il n'a pas beaucoup travaillé. Il a dû s'arranger. Donc, ces gens-là ont fait l'entrisme. Ils sont rentrés, ils ont complètement noyauté l'appareil d'État pour se servir. Et en fait, on se rend compte, avec les votes de décentralisation, qu'on a complètement vidé l'État des sommes les plus importantes pour que ça aille, c'est comme des canaux, pour que ça aille directement dans des structures qu'on allait gérer et sur lesquelles il n'y avait pas de contrôle. Alors, c'était pas trop grave, là je vais surtout parler de la région, c'était pas trop grave avant 82, avant 2004, c'était pas trop grave. Pourquoi? Parce que les régions, on a une réforme de territorial en ce moment, vous avez vu, on va amener la société de l'automobile, c'est ça qu'on dit, même de région en métropole, il faut mettre en 4-13. En fait, c'est ce qu'on appelle l'autre. Et il y a un le plus possible, et surtout qu'ils soient très éloignés des citoyens pour que vous ne puissiez pas contrôler. Donc, au départ, ce n'était pas trop grave. Pourquoi? Parce que ceux qui ont pris les régions au départ, c'est la droite, comme souvent. Mais comme ils sont bêtes, ils n'ont pas gardé. Donc, pendant très très longtemps, par exemple, ici en région, on était à droite, donc c'était Bouddha, tranquille, un petit peu à droite, un peu à gauche. Ça se passait bien en fait. Pendant un petit peu, alors, t'es de gauche, c'est pas grave, un petit peu. Donc chacun avait à manger. Donc il n'y avait rien de vraiment dramatique. À partir de 2004, ils ont pris le pouvoir ici en région. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il faut savoir que leur système d'entrisme, il vaut également au niveau, c'est-à-dire que vous pouvez peser sur la vie des gens que si vous pouvez le faire par le biais de la loi. Ils ont pris possession de la loi. Et le lieu où on fait la loi, c'est quoi? C'est où? C'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, mais surtout l'Assemblée nationale. Et pourquoi est-ce qu'ils ont tellement ce que les élus Front National ne rentrent pas? C'est parce que quand vous êtes dedans, même si vous mettez un pied, les dossiers, vous les avez, vous pouvez regarder, vous étudiez, si vous faites problème. Vous pouvez voir les choses qui dysfonctionnent. Et donc, ils ont vraiment fait un barrage énorme à ce niveau-là parce qu'ils sont dit, s'ils rentrent, ils vont comprendre. Et bon, et très franchement, je pense qu'ils se disaient, ils sont tellement cons, ils vont rien comprendre. En 2004, la droite a perdu la région. Et la région est passée à gauche. Donc là, autre son de cloche. On a eu Rosel qui est arrivé. Et Rosel, c'est pas n'importe qui quand même. Ancien garde des Sceaux, grand ami de Mitterrand, préfet, bon, on a été nommé gentiment, il y avait un truc, et ce type, c'est le prototype du système mitterrandien. C'est-à-dire que ces gens, c'est cette gauche-là qu'on a maintenant au pouvoir, et c'est cette gauche-là qui avait tellement de mal. Pourquoi? Parce que c'est une gauche en fait qui n'a rien à cirer du peuple. Absolument rien à cirer du peuple. Ce qu'elle veut, c'est vous déposséder. Ce qu'elle veut, c'est très très simple. C'est ce qu'ont expliqué aussi bien Valérie que Pierre. C'est vous déboussoler. Quand vous devenez fou, vous ne comprenez plus rien, vous votez n'importe quoi, vous allez dans quel sens? C'est ce qu'ils veulent avec nos gosses, c'est ce qu'ils ont fait avec nous. Et pourquoi est-ce que vous avez tous ces systèmes contradictoires? C'est que les gens perdent tout leur sens, il n'y a plus de boussole. Donc en fait, les gens ne raisonnent plus. Et je dirais même, c'est plus grave, les gens s'autocensurent, parce que les gens sont plus libres. Je n'ai pas le droit de penser comme ça. Là, quand c'est de bien, c'est
et il formait des gens qui aient du bon sens. C'est pour ça qu'on a un peu de bon sens dans j'allais dire, chez le peuple, parce que eux, ils sont pris avec la réalité, ils gardent encore beaucoup de bon sens. Mais tous les bourgeois un peu bobos, ils ont perdu tout bon sens. Même au niveau de l'éducation de leurs enfants, ça peut dire son. Ils ont des gosses qui se picoulent, ils ont des gosses qui sont complètement perdus. Même nos ministres, Maricel Touraine, elle a quand même un fils qui a tapé une dame que sa maman connaissait, parce que ce petit jeune homme, il consomme de la drogue, parce que maman lui a dû lui dire c'est très bien, c'est pas grave, c'est une bonne chose. Il a vécu dans cette ambiance-là, vous voyez? Il a vécu dans cette ambiance-là. Il a tapé une dame, il était à la prison quand même. Et c'est une mamie de sa maman. Et au départ, elle a déposé plainte, et après, elle a retiré sa plainte. On a la même chose avec notre ministre de la Justice, qui a eu des problèmes avec son corps. On a eu le problème avec oui, on avait le problème avec la ex-première dame de France, dont le fils a été attrapé dans une voiture en train de consommer de la drogue. Et les filles, quand ils se sont rendus compte que c'était le fils de Madame Prévert, ils ont téléphoné à la Tamanigou, mais surtout, il faudra que ça sorte au niveau des journaux. Ça sortit un tout petit peu, mais à peine, parce que là aussi, les journalistes sont complètement manipulés. Alors, comment ils manipulent les gens, c'est très simple. Vous êtes manipulés. Déjà, au niveau du peuple, il faut repère tout repère. Donc, à la fin, c'est vous en êtes. Vous êtes tellement submergé par vos propres problèmes, de trouver un boulot, peut-être de gérer vos gamins, si vous arrivez à les gérer, parce que vous passez pour les méchants, parce qu'en fait, ils détruisent toute autorité. Parce que si autorité, il y a un sens. Il y a ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Donc l'autorité ne doit plus exister. Alors, on est comme des moutons perdus, tous. Ce qu'ils n'aiment pas, en fait, c'est quand même qu'il y ait des conflits de communauté, parce que c'est ça leur truc. C'est qu'on se tape tous dessus. Comme dit le proverbe, à force de diviser, on règle, c'est tout à fait ça. Donc ils font ça, et ils font aussi autre chose. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent des réseaux où les gens ont des intérêts les uns par rapport aux autres. Donc c'est comme une mafia. C'est comme une mafia. C'est-à-dire que je ne dis pas parce que j'ai eu tel avantage, et si je le dis, je vais être. Voilà. Donc je vais perdre le petit avantage que j'ai. Donc ça marche comme des mafias. Ce qui fait que parfois vous avez des décisions, vous ne comprenez pas. Vous dites, mais pourquoi est-ce que par exemple la droite elle a pris ça? Non, mais ils se sont arrangés. Le bon sens populaire dit tout ce qui est. Dans la réalité, c'est encore plus grave que tu penses. C'est bien plus grave. Alors moi je peux vous dire parce que j'ai été approchée, je travaille avec eux, je les connais très bien. Je sais très bien comment fonctionne leur psychisme. Et ce sont des gens qui veulent pour eux. Ils sont. C'est là où je dis que c'est vraiment grave parce que c'est un instinct de mort. C'est-à-dire que si on se réveille pas, c'est même pas une question de communauté, d'âge, de quoi que ce soit. Si on se réveille pas, un jour vous allez vous lever, vous allez être tout ça. Alors moi si je suis là, c'est vraiment pour que ça n'arrive pas. C'est pour ça que j'ai contacté Valérie en me disant je ne vous connais pas, j'avais envoyé à Le Pen, je ne vous connais pas, mais je travaille avec vous parce que je veux vous dire des choses. Et je vais vous les porter. Parce que c'est important qu'à un moment donné, quand on est à l'intérieur, quand on a vu un certain nombre de choses, il faut qu'on les porte à l'extérieur. Donc ça marche comme une mafia. Donc c'est pour ça que tout le monde-là se tient. Alors, en 80, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont arrivés en 2004, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien c'est très simple. La première chose, vous savez qu'à droite, quand on entend un peu, ils sont tranquilles, ils seraient tranquilles. Eh bien, ils mettent en place des systèmes très compliqués, c'est-à-dire qu'ils créent des documents très complexes, avec des termes techniques très ampoulés, qui fait que personne ne prend position. Parce que personne ne comprend rien, et personne ne doit surtout dire qu'il ne comprend rien. Donc ça c'est une première technique. Il compte aussi sur le fait que souvent les études sont un peu fainéants. Ce que je expliquais avant, c'est que à partir du moment où la gauche est arrivée, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait en sorte que l'argent aille dans les poches de leurs copains. C'est-à-dire que les copains qui créent des organismes, et vous avez des organismes à l'heure actuelle ici, qui sont financés de façon très importante, et qui sont les copains, je vais passer les noms, mais on connaît les ramifications, etc. Et qui se retrouvent à avoir des masses financières énormes. C'est des organismes qui émargent à 20 millions d'euros. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que tout a été fait pour qu'à un moment donné, avec des lois successives, et c'est pour ça que je vous dis que si on a la mainmise sur la loi, et si on a la mainmise sur
sur l'appareil d'État, le but c'est simplement de faire en sorte que tout ça, ça vienne alimenter vos réseaux. Pourquoi? Parce que vos réseaux de mail vont vous permettre d'influencer la population, ils vont vous permettre de salarier vos copains, etc. Ça ne marche que comme ça. Le but c'est ça. C'est que cette masse d'argent, elle aille en direction de ces gens-là. Sachant que il y a eu des phases successives. La dernière c'est 2014. 2014, pour ce qui restait un petit peu, qui était géré encore par les ministères, notamment le ministère du Travail, donc par des fonctionnaires. Le peu qui restait, ça a été encore donné, et une réforme encore, ça a été donné aux régions. Donc on abonde de façon énorme ce que les régions peuvent gérer. Pourquoi? Parce que après il y a une gestion partisane, et il y a une gestion qui alimente un certain nombre de réseaux. Et il vient d'obtenir également en 2014, et ça c'est important, toute la formation professionnelle en règle générale, l'argent de la formation professionnelle, il y a une partie qui est financée par l'Europe. Il y a des fonds pour ça, les fonds sociaux européens, etc. Ça fait très longtemps que la gauche essaye, notamment par l'association des régions de France, essaye d'obtenir cet argent qui est géré jusqu'à présent, qui est géré par la préfecture de région, par exemple ici, par le SGAR. Donc ils essayent depuis des années d'avoir cette masse d'argent. Parce que jusqu'à présent, ils étaient obligés de passer par l'État. Et ils ont obtenu gain de cause, puisque Hérault a signé un arrêté disant que, enfin, en grande partie ils ont obtenu gain de cause, a signé un document, un arrêté, pardon, disant que 75% du FEDER, ça veut dire rien, mais le FEDER c'est la plus grosse base, 140 milliards d'euros en Europe. Une partie du FEDER, 75% du FEDER, 35% du FSE, et puis un autre fonds, ça sera les régions qui vont les gérer. Donc ça fait encore cette masse d'argent qui va arriver. Et cette masse d'argent qui va arriver, dites-vous bien qu'elle ne sera pas gérée dans le sens de l'intérêt régional. Et ne croyez pas tous les discours qui sont donnés, qui sont de dire nous ce qu'on veut c'est permettre aux demandeurs d'emploi d'avoir une formation. C'est pas du tout ce qui va se passer. Ce qu'ils veulent c'est surtout faire en sorte que les gens de leur réseau aient une masse d'argent encore plus importante. Et donc vous serez dépossédés là aussi. Alors moi je comprends. Merci Samira. Que par rapport au sujet classique, on va dire, du collectif Racine, qui est l'école, la formation professionnelle, comme vous l'a dit Samira au départ, est quelque chose d'extrêmement technique. Et effectivement, je pense qu'elle peut être traitée peut-être à part, mais là, ce qu'on voulait montrer aujourd'hui, c'est que finalement, notre école qui est à la base de la maternelle jusqu'à l'université, qui déjà a été totalement dévoyée, eh bien c'est encore beaucoup plus facile pour, on va dire, ceux qui sont à l'affût de récupérer cette manne financière que représente aujourd'hui la formation professionnelle. C'est encore d'autant plus facile pour eux de se l'approprier parce que, comme l'a démontré Samira, même si ça nous paraît justement extrêmement complexe, c'est finalement comment dire, le lien entre la manne financière et la politique qui, à un moment donné, est l'aboutissement de ce dévoiement de l'éducation. C'est très rapide ce que j'ai fait comme schéma, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on s'est dit, tiens, pourquoi pas donner un aperçu de ce qu'est la formation professionnelle, et on s'aperçoit même, en parlant, que c'est devenu très complexe et que c'est certainement dû aussi au dévoiement de notre école de base, qui fait qu'à un moment donné, on va mettre de la formation professionnelle d'ailleurs dans un petit peu tout. Il se trouve que la région PACA finance des écoles de la deuxième chance, c'est-à-dire des gens qui ne savent ni lire ni compter alors qu'ils sont adultes, et que finalement cette formation, au lieu d'être dans les mains de l'éducation nationale, elle sera dans les mains d'organismes privés qui vont capter l'argent qui théoriquement ne devrait absolument pas être dans leurs mains. Voilà. Ils ont tout intérêt à faire des
Voilà, mais je crois qu'on arrive au terme de notre collectif Racine du 13, du lancement en tout cas, parce qu'il y aura d'autres événements, hein, il y aura des conférences, il y aura, là on est juste au lancement, on vous tiendra au courant par l'intermédiaire du National 13 et puis par l'intermédiaire des adhérents, il y aura une communication particulière. En tout cas, nous vous tiendrons informés de tout ce que le collectif Racine 13 va faire, et notamment sa contribution au programme politique et au programme présidentiel de Marine pour 2017. Voilà, je vous remercie beaucoup.